Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board où j'accueille Émilie Briand. Bonjour Émilie. Bonjour Flavie, merci de m'accueillir. Je suis ravie que tu sois avec nous. Alors Émilie, je vais faire un peu de teasing sur l'épisode du jour et je vais te présenter également pour que nos auditeurs et auditrices sachent qui j'ai d'illustre à mon micro aujourd'hui comme nouveau membre, enfin nouvelle membre du Board. Cet épisode va particulièrement vous intéresser si vous êtes ou si vous allez être ou si vous connaissez quelqu'un qui va, trois petits points, suspense, teasing, être en congé maternité, voire même en congé parental, et qui va faire face à pas mal de chamboulements dans sa carrière. Donc, quand on parle de dirigeants qui vont, ou de dirigeantes qui vont connaître cette situation dans leurs équipes ou pour elles ou pour leur épouse, etc., ça apporte pas mal de questionnements et de transitions. Et ça tombe bien parce que mon invitée du jour, Émilie, elle est spécialiste notamment de ces transitions professionnelles et de l'accompagnement des cadres dirigeants. Alors Émilie, pour faire très très court, tu vas nous parler ensuite de ton super parcours. Toi, tu as été dirigeante dans le domaine des médias puisque tu as été directrice générale adjointe chez Webedia pendant plus de 10 ans avant d'opérer, on va dire, une reconversion dans ta carrière et de changer complètement de domaine. Et aujourd'hui, tu es coach et tu accompagnes des dirigeants et des dirigeantes dans leur transition de carrière, mais pas que, dans tous les challenges auxquels ils font face. Tu vas nous raconter ça peut-être un peu plus en détail, Émilie, si tu veux bien. Par où on commence? Alors, raconte-nous comment tu en es arrivée là, ton parcours, qu'est-ce qui t'a fait changer, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je t'en prie. Ça marche. Donc moi j'ai 10 ans d'expérience dans le monde des médias, en effet, dont 7 chez Webedia. J'ai commencé ma carrière en Chine après un parcours assez peu linéaire. J'ai fait du droit, du commerce international et puis ensuite je suis tombée dans la marmite du digital et j'ai adoré ça. Et j'ai adoré ça à tel point que je me suis vraiment super impliquée et que j'ai vraiment connu une progression de carrière assez fulgurante en même temps que Webedia enregistrait de la croissance et vivait même une phase d'hyper-croissance. Et je me sentais quand même si j'étais très impliquée dans mon quotidien et dans ma carrière et que ça marchait bien pour moi et que ça marchait très très bien pour la boîte, je me sentais quand même toujours un peu décalée, toujours un peu à côté de ma vocation, à côté de ce qui avait le plus de sens pour moi. Mm, Finalement, ce que j'aimais particulièrement, c'était ma relation avec mes équipes. mm. J'ai eu de plus en plus de gens à manager et de plus en plus de responsabilités des hommes et des femmes qui composaient les équipes de Webedia. Mais j'étais toujours un peu décalée parce que finalement, me lever le matin pour générer du chiffre d'affaires, ça manquait de fond à mes yeux par rapport à qui j'étais et par rapport à ce que j'avais D'accord. envie de faire de ma vie. Euh, j'ai eu l'occasion d'être enceinte en étant dirigeante, donc j'ai vu la complexité que ça posait à la fois de passer des entretiens d'embauche enceinte au tout début de ma grossesse, mais également de préparer un congé mat quand on est dans une boîte en construction, puisque c'était mon cas à l'époque. J'ai vu les difficultés que ça posait pour les uns et pour les autres. Et pendant mon congé maternité, après avoir donné naissance à mon fils, je me suis dit qu'il y avait probablement quelque chose à faire pour pouvoir mieux structurer cette situation de vie qu'est la maternité ou la parentalité, qui n'est Mm. ni nouvelle, qui ne va pas s'arrêter, mais qui est extrêmement peu structurée, extrêmement peu encadrée et trop peu soutenue malheureusement, et qui crée des dégâts en fait dans les entreprises, souvent un désengagement, un sentiment très désagréable de plus être à sa place, de pas être attendu, un job qui a été remanié parfois à l'arrivée, des équipes qui Mm, se sont un peu étiolées avec l'absence. mm, Finalement, des situations qui pourraient être très largement évitées si elles étaient juste mieux anticipées, mieux préparées, mieux structurées. C'était de l'ordre du bon sens, mm. mais je voyais assez peu de choses en ce sens Mais c'est sur le vrai, marché. tu as raison, c'est quand même incroyable parce que comme tu dis, ça pourrait être potentiellement un challenge vieux comme le monde pour les entreprises et pourtant il est très très mal adressé encore Voilà. aujourd'hui. On voit toute la désorganisation que ça implique. Tu vas nous en parler et j'avais eu l'occasion d'en parler personnellement avec toi aussi. Et je pense que le mot parentalité, il est juste aussi parce que souvent on pense au congé maternité comme quelque chose qui concerne uniquement la femme qui va le vivre.
Or, ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que tu montres l'impact que ça a sur toute l'entreprise quand on est Mmh. dirigeant. L'équipe Mmh. de la personne, les collaborateurs, le patron, le manager, le conjoint, le partenaire de vie, enfin peu importe. Donc, tout ce petit monde-là se retrouve, Mmh. fortement impliqué et j'aime ton propos et ton coaching à ce sujet pour montrer on a tous intérêt à favoriser un bon écosystème business qui prenne ça en compte, pour pas que Mmh. derrière il y ait quelque part des répercussions aussi sur la performance globale de l'équipe et de l'entreprise. Exactement, et donc ça a été tout mon propos, et à ce moment-là, moi, j'ai décidé de quitter mes fonctions, Mmh. donc de dirigeante, et de démarrer une formation au coaching. J'avais été coachée 2 fois dans ma carrière et j'avais D'accord. trouvé que c'était un métier vraiment passionnant dans la mesure où il reposait sur 2 jambes et j'aimais bien cette complémentarité. D'un Mmh. côté, l'aspect vraiment business, organisationnel, structure, professionnelle, et de l'autre, une dimension humaine très forte avec, la nécessité de bien rentrer, dans les problématiques, émotionnelles, humaines de la personne pour pouvoir l'aider à déployer son potentiel, en fait. La combinaison des 2 me plaisait énormément. Donc, je me suis formée au coaching. Je me suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement de la maternité et des changements de vie, on va dire. Mmh. Euh, et puis, petit à petit, j'ai commencé à approfondir ma pratique du coaching en m'orientant vraiment sur la réponse à la quête de sens, qui est un vrai sujet d'actualité, on en parle Ouais, beaucoup. tout à Et fait. donc, la morale de l'histoire, c'est que tourner le dos à qui on est et tourner le dos à sa vocation, ben, en fait, c'est pas possible. En tout cas, ça rend pas heureux. L'inverse, en revanche, est très vrai, c'est-à-dire que tout à coup, la vie professionnelle et la carrière prennent vraiment un sens et une orientation extrêmement euh, nouvelle parce que on est exactement à sa place. Et donc, c'est ça que j'essaie d'apporter à mes clients aujourd'hui, que ce soit des hommes, des femmes, Mmh. des dirigeants, des managers, des apprentis managers, des jeunes. C'est l'alignement entre leur raison d'être personnelle et leur quotidien professionnel. Parce que pour Mmh. déployer son potentiel et travailler dans un état de flow idéal, eh ben, il faut absolument être en phase avec qui l'on est, reconnaître en fait qui l'on est Mmh. pour pouvoir au mieux le mettre au service de sa carrière et de son organisation. Mais je pense que tu as tout à fait raison. Cette introduction, tombe à point nommé et je pense que beaucoup de nos auditeurs, auditrices, se posent ces questions-là d'alignement. Donc ça tombe bien, on a plein d'épisodes, dédiés. Alors soit sur la raison d'être d'entreprise, mais je trouve que la raison d'être personnelle aussi, c'est bien. Et du coup, je te pose une première question que me pose souvent, ma business communauté, Émilie. Quand on a le sentiment qu'il faut se réaligner, quand on a besoin d'être accompagné, qu'on veut choisir un coach, heu, concrètement, quels sont tes conseils? Parce que juste une petite aparté, c'est vrai que le coaching en ce moment, c'est un mot qui est pas mal aussi galvaudé, hein. Mmh. Alors que moi, je sais, pour t'avoir vu à l'œuvre notamment, combien ça implique de formation, de compétences et d'exigences et de certification. Alors comment on fait pour s'y retrouver dans la jungle du coaching? Comment on fait pour trouver un bon coach et pour se faire bien accompagner? C'est une vraie question parce que bien choisir son coach, c'est vraiment 80% du succès du coaching, Mmh. et l'alliance qui doit se créer entre vous et lui, ou vous et elle, c'est vraiment la condition sine qua non pour répondre à ses objectifs. Donc moi, ce que je recommande en général, c'est d'interroger son coach ou le ou les coachs qu'on rencontre. Je recommande d'en rencontrer au moins 2 avant de faire son OK. choix. C'est de l'interroger sur ses valeurs humaines, sur son engagement, sur les raisons qui l'ont poussé à choisir ce métier Mmh. et tout ce qu'il puise dans la relation d'aide. Parce que quand on est coach, on est dans la relation d'aide. Qu'est-ce que Mmh. cette personne, qu'est-ce que ce coach, qu'est-ce que ce professionnel puise dans cette relation d'aide? Vous pouvez ensuite l'interroger sur sa formation, sur son code de déontologie, lui Mmh. demander s'il est supervisé ou non, parce que tout ça, ça constitue des bons indicateurs d'expertise, de sérieux et de professionnalisme. Très bien. Ensuite, vous pouvez lui demander avec quel type de problématique il est le plus à l'aise, sur quoi porte son expérience de coach. Si vous voulez quelqu'un qui comprenne bien votre métier, qui, qui connaisse votre secteur, ben, cherchez un coach qui a vraiment une expérience avec des clients d'un secteur ou de métier à peu près similaire au vôtre. C'est pas une garantie de réussite, mais Mmh. ça peut vous rassurer. Et comme ça rassure, ben, ça inspire confiance. Et comme la confiance, c'est un des terreaux du coaching, dans ces cas-là, c'est OK. Enfin, ça veut dire qu'il faut aller vers ce coach-là. D'accord. Je recommande aussi beaucoup de privilégier le bouche à oreille. Si Mmh. dans votre entourage, des gens ont été satisfaits d'un coach, bah, il y a fort à parier que vous aussi, enfin, vous ayez des Mmh. affinités avec lui ou avec elle. Et puis enfin, vous pouvez lui demander quels outils il utilise, Mmh s'il mh. a une approche spécifique à faire valoir. Moi, par exemple, je me suis vraiment axée sur le sens de l'existence, le sens de la carrière et l'alignement, et donc sur l'adéquation entre ce qu'on est et ce qu'on fait, et j'utilise des outils qui vont venir soutenir cette approche particulière.
OK, super. Bah, écoute, c'est clair. De toute façon, alors je redis, hein, mais si vous avez des questions pour, Émilie, on va mettre tes coordonnées aussi, Émilie, dans la Mmh. description, pour que tu puisses aussi répondre, à toutes les questions qui vont peut-être être posées après l'épisode. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, sur l'histoire de la parentalité là, parce Mmh. que c'est comme ça aussi que quelque part enfin, on s'était déjà rencontrés, mais on avait travaillé aussi sur cette thématique-là. Moi, juste au moment où j'allais partir en congé mat et c'est vrai qu'à titre personnel, j'avais pas du tout imaginé que cet événement très, très personnel puisse avoir un impact aussi fort sur, Mmh. tout le périphérique, du manager, du dirigeant, c'est-à-dire son équipe, son boss, son business model et cetera. Alors toi, Émilie, hem, quelle serait ton approche, sur cet événement de vie et qu'est-ce que tu recommandes aux dirigeants pour aborder cette étape? Qu'ils soient eux-mêmes dans la situation ou qu'ils aient quelqu'un dans leur équipe qui va vivre Mmh. cette situation? Alors, est-ce qu'on a une demi-journée devant nous pour traiter cette question? Presque, Pour que j'y presque. réponde Non, mais tu correctement? vois, on va Non, faire un mais peu je de vais faire teasing et évidemment ouais. si des personnes se sentent particulièrement en résonance avec ce sujet, beh, qu'ils te contactent. Ouais, Évidemment, bien je crois que sûr. tu écris des articles aussi, tu as plein Ouais. d'autres documents qu'on peut, consulter. Mais c'est une vaste question en fait. Mais pour faire simple, une femme, elle met des années à construire son identité et des années pour bâtir sa carrière. Elle fait un choix personnel à un moment, elle décide de fonder une famille. Bon. Le bébé arrive et là, tout change. La maternité, c'est vraiment un big bang identitaire. C'est une transition qui est pleine d'ambivalence vers une nouvelle version de soi-même. Et c'est rare de trouver des contenus et des conversations absolument honnêtes sur ce sujet-là. Donc moi, j'ai décidé de faire la lumière en fait sur cet événement dans la vie et dans la carrière des femmes parce qu'il est trop souvent banalisé. Il est trop souvent, comme tu le disais, l'affaire des femmes. Et Mmh. finalement, on décide de pas trop se mêler ou de s'en occuper, même si on est directement impacté en fait par la situation. Mmh. Et c'est une source de bouleversement qui doivent être pris en compte pour maintenir le lien avec cette collaboratrice et prendre en considération ce qu'elle est en train de devenir. Donc moi, j'ai conçu une approche de maternity coaching à destination des entreprises qui prend en compte les besoins et le point de vue de la femme en situation de maternité et de Mmh. parentalité, sa direction, son équipe et éventuellement ses clients. Parce qu'une Mmh. femme qui est au cœur du business et qui tient la relation avec les clients, qui tient un portefeuille de clients et qui donc tient un chiffre d'affaires, bah forcément, c'est une personne qui est extrêmement précieuse dans l'organisation. Et le fait qu'elle parte 3, 4, 5 mois, ça va Mmh. avoir un impact. Et donc, j'ai cherché à balayer toutes les étapes clés du parcours de la maternité ou de la Mmh. parentalité, de l'annonce de la grossesse, en passant par la préparation et l'anticipation de ce congé maternité, jusqu'à 6 à 9 mois après le retour de la femme dans son entreprise. Mmh. Et j'ai essayé de faire émerger toutes les zones de friction potentielles, de les mettre sur la table, de les adresser. C'est pas la peine de les occulter, puisque de toute façon, elles vont se produire, pour pouvoir s'en occuper avec méthode, en tenant compte des enjeux de l'entreprise et de chacune des parties prenantes. Et Et donc, à alors, ce sujet, oui, pardon, vas-y. ouais, non, non, mais j'allais dire, ces fameux trucs que des fois on met un peu sous le tapis, ça peut être des choses très, très, très pratiques, hein. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de trucs qui, si on n'en parle pas, ça va créer un problème, ultérieurement dans la relation? Ben, par exemple, le fait que la femme ait peut-être une forme d'anxiété à l'idée de s'absenter pendant 3 à 4 mois. Une question simple peut être quel niveau de communication tu souhaites entretenir pendant le congé mat? Est-ce que tu veux qu'on te tienne au courant avec un petit mail ou un petit coup de fil une Mmh. fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois? Quel niveau d'info tu veux sur tes gros clients, tes grands comptes, Mmh. sur les news clés de la boîte? Juste adresser ce sujet permet d'éviter soit un harcèlement si la femme en fait se fait appeler toutes les semaines par son équipe ou par sa direction Ouais. pour la tenir au courant, soit un sentiment d'isolement et d'avoir complètement disparu de la surface de la Terre, sous prétexte que tout le monde pense qu'elle veut être tranquille, alors qu'en réalité, Ouais. elle aurait bien aimé entretenir le lien. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça vient créer des crispations qui sont inutiles si on a juste adressé le sujet en amont. Ouais, tout à fait. Idem, la préparation du retour du Mmh. congé mat, le retour du congé mat, en particulier quand il s'agit d'un premier enfant, il est difficile parfois. Il est difficile moralement, émotionnellement pour la femme qui peut avoir des difficultés à envisager de laisser son enfant tout petit en garde, que ce soit à une nounou ou que ce soit en crèche. Et donc, en fait, émotionnellement, il va y avoir un moment de flottement. Si la direction est consciente de ça, elle va en tenir compte. Elle peut proposer un retour progressif sous forme de demi-journée pendant une semaine ou pendant 2 semaines, mais Mmh. payé 100% du temps, par exemple.
Elle peut ne serait-ce que poser la question au moment du retour. Ça va, ça n'a pas été trop dur ce matin de laisser ton bébé pour la première fois. Vous voyez, rien que ça, en fait, ça crée une connivence. Ça donne le sentiment d'être entendu et compris dans ce qu'on est en train de vivre et d'expérimenter pour la première fois. Ou pour la deuxième, si c'est une deuxième grossesse, ou pour la troisième fois. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est la deuxième fois, c'est beaucoup plus facile à faire. Et donc, juste être entendu dans ce qu'on vit, bah, en fait, c'est fondamental dans la relation. Vous voyez. Mais tu vois, tu décris quelque chose qui a l'air profondément humain et de bon sens, mais je pense qu'aussi, des fois, il y a un peu de pudeur en la matière. Donc, par exemple, le cas d'un manager homme qui s'adresserait à quelqu'un dans son équipe femme, peut-être qu'il met aussi de la distance pour pas avoir l'impression de trop s'immiscer. Est-ce que, enfin, quel conseil tu donnes vis-à-vis de ça par rapport à des patrons qui peuvent aussi hésiter peut-être à trop questionner la femme pour pas non plus la renvoyer dans son rôle uniquement de mère, parce que c'est aussi un Mmh. problème des femmes que d'être uniquement considérées comme nouvelles mères. Elles sont avant Mmh. tout des professionnelles, des dirigeantes également. Mmh. Mais dans ces cas-là, moi, ce que je recommande, c'est de s'adapter évidemment à la situation et au type de relation qu'on a avec sa collaboratrice et de pas hésiter si on veut pas s'immiscer, si on veut pas dépasser certaines limites, ne pas hésiter juste à la questionner sur ses besoins. Ok. La questionner sur ses besoins en amont du retour. De quoi tu vas avoir besoin? Et le jour du retour, la semaine du retour, même le mois du retour, l'interroger régulièrement sur ses besoins. De quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin qu'on Ouais, c'est te vrai. C'est une onboard sur là où on en est? Est-ce que tu as besoin de temps? Est-ce que tu as besoin de journées plus courtes? Est-ce que bonne- tu as besoin d'être tenu hyper au courant de tous les dossiers en cours? Enfin, vous voyez, il suffit de demander finalement ce dont la personne a besoin. Et donc, mon Ouais, conseil aux dirigeants à ce sujet, il est vraiment de constater, de voir à quel point la collaboratrice, elle est augmentée par sa maternité et non pas diminuée comme il est trop souvent tentant de le penser. Elle a développé des compétences physiques, cognitives, psychiques qu'on ne soupçonne en général pas. Elle développe une forme de puissance supérieure, une capacité à gérer de la complexité Mm. qui potentiellement va être très utile à l'entreprise, qui va être très utile à l'équipe et à l'organisation. Donc, regardez-la, cette femme, écoutez-la, tenez compte de ce qu'elle a traversé, de ce qu'elle est en train de devenir, de ce qu'elle peut encore devenir. Ne considérez jamais qu'elle va revenir et rentrer parfaitement dans le costume qu'elle a laissé au porte-manteau en partant en congé mat, mais dessinez plutôt avec elle le costume le plus adapté à sa nouvelle identité et à la nouvelle version de ce qu'elle est. Et tout le monde aura à y gagner. Tout le monde. Bon, ouais, c'est super intéressant. Donc, on creusera en te contactant, Émilie. Quand on discute également, tu m'expliques qu'évidemment, au-delà de ce concept de coaching que tu as fait pour accompagner la parentalité, il y a beaucoup de demandes, surtout en ce moment, dans les temps un peu perturbés qu'on vit dans le monde du travail, justement peut-être parce que les gens sont en recherche de plus d'alignement. Alors, je vais te poser une question qui, je pense, intéressera aussi les dirigeants et les managers dans la salle pour voir quelles sont les contraintes et quels sont peut-être les challenges auxquels font face leurs collaborateurs. Pourquoi tes clients en ce moment viennent te voir? Quelles sont leurs problématiques du moment? Est-ce que tu vois un peu des patterns? Est-ce qu'il y a des, des sujets qui les interpellent particulièrement en ce moment, tous ces personnes que tu accompagnes? Oui. Alors, j'ai plusieurs sujets récurrents depuis quelques mois, là, depuis la crise sanitaire et les effets du confinement. J'ai un sujet de problèmes relationnels, de gestion des conflits, Ok. donc qui souvent ont besoin d'être vidés de leur tension émotionnelle pour pouvoir être gérés comme des problèmes factuels. Donc, des problèmes relationnels, des conflits entre associés, mais également dans le lien de management qui peut nous lier à un supérieur ou aux membres d'une équipe. J'ai également dans les sujets récurrents du moment un vrai manque de sens et un désalignement entre le quotidien qu'ils ont et leurs aspirations profondes. Le confinement et la crise ont vraiment mis en lumière parfois le vide de sens de certains métiers, de certaines professions. Et des questions beaucoup de repositionnement professionnel, des projets de reconversion. Il y a des gens qui se disent c'est le moment en fait, c'est le moment de tout tenter. Et après, j'ai également des dynamiques extrêmement positives, des gens qui ont envie de développer leur leadership, qui ont un vrai désir de progression. En fait, c'est poussé, je pense, aussi par la quête de sens de leurs collaborateurs. Ils se disent, je peux plus offrir un management traditionnel, un management à la papa. Il faut que je développe mon leadership. Et comment je fais pour développer ce leadership? Comment je fais pour devenir une version augmentée de moi-même, pour
poursuivre le Mmh. développement de mon potentiel. Ça, c'est des sujets passionnants aussi que j'adore accompagner parce que on voit en fait les gens se révéler complètement et c'est très beau à voir. Et puis c'est très beau d'en constater les effets positifs. Et ben, tu vois, c'est génial aussi. Moi, ça me redonne, du baume au cœur parce que souvent on me dit: «Oui, la quête de sens et cetera», c'est presque un sujet qui inquiète énormément les managers, mais le fait que ça les pousse aussi Mmh. à se renouveler, à être plus inventifs dans leur leadership et tout, je trouve ça génial parce que quand même, Mmh. on peut se dire que des fois, au niveau leadership, il y a pas eu trop de progression, en tout cas pas flagrante dans Mmh. plein de postures Mmh. et que ça fait du bien aussi de se Ouais. refaire challenger par ses collaborateurs donc bon, bah, allez-y si vous nous écoutez. Continuez à mettre un peu la pression à vos boss, mais gentiment. Ça nous aide à progresser aussi, c'est top. Et du coup, j'avais reçu, dans un de ces des épisodes du board, Élise Fabing, Mmh. donc qui est avocate et qui accompagne également les dirigeants, comme coach juridique et je sais que tu as créé avec elle une offre, conjointe entre juridique et coaching. Je trouvais ça super astucieux d'allier vos 2 expertises dans des domaines pourtant, assez réglementés et cetera. Est-ce que tu peux m'en parler et me dire, bah, comment c'est venu cette idée, Mmh. d'entreprendre? Comment vous avez réussi à vous mettre d'accord? Quelle est votre offre? Enfin, raconte-nous un peu cette aventure, Émilie, si tu veux bien. Bah, en fait, on a constaté chacune de notre côté, dans notre pratique, qu'on avait de plus en plus de demandes. Elle, pour discuter des conditions de départ de certains de ses clients, et moi, de projets de reconversion ou de Mmh. réflexion autour d'une sortie de poste pour pouvoir faire autre chose. On vit une période de mutation et forcément, ça secoue. Pour certains, ça crée des opportunités. Pour d'autres, ça crée vraiment des questionnements qui aboutissent parfois à des conclusions un peu douloureuses après des années d'investissement. Mais je Mmh. ne sais pas si vous connaissez les chiffres, mais à l'issue du confinement, il y avait presque 60% de cadres qui se sentaient plus en adéquation avec les valeurs de leur entreprise. Donc, Ouch, ça fait mal ça. voilà, donc c'est compliqué de généraliser, mais si je parle de moi, ma pratique et du constat que j'ai fait, et que Élise a fait aussi, c'est qu'on a vu en fait les demandes se multiplier. Et en discutant chacune de notre côté, on s'est dit, mais il y a probablement quelque chose d'intelligent à faire pour que d'un côté, l'avocate puisse se charger de la négociation de départ Mmh. et que la coach puisse soutenir cette phase de transition, qui Mmh. parfois est un petit peu troublante ou challengeante, en travaillant sur un vrai projet de vie sensé ou de carrière sensée, pour pas que la personne qui a négocié son départ se retrouve devant un vide abyssal et C'est finalement clair. commence à être assaillie par le doute et par les regrets en se disant mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais peut-être dû rester vissée à mon fauteuil même si j'étais pas particulièrement satisfaite de mon quotidien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une vie sensée? On a un peu travaillé aussi sur cette définition-là. Enfin, une vie professionnelle sensée, bah, c'est vivre et travailler en respectant son système de valeurs, ses Mmh. critères. Donc, le poids varie bien sûr selon les gens, mais en général, ça tourne autour de critères comme l'utilité, l'éthique, l'autonomie, Mmh. l'apprentissage, le sentiment d'être respecté pour qui l'on est Mmh. et la transparence. Tout ça, c'est ce que nous, on appelle les critères de sens au quotidien dans la vie professionnelle. Et la OK. crise du Covid a vraiment amené un Français sur deux à regarder en face cette question du sens dans son travail au quotidien. Donc moi, cet été, j'ai eu une multiplication de demandes de gens qui voulaient se repositionner professionnellement, en profiter pour soit changer d'entreprise, soit changer de métier, soit passer d'un secteur à un autre. En tout cas, ils voulaient passer un nouveau Mmh. cap et ils avaient besoin d'être accompagnés pour cela. Donc, négocier juridiquement leur départ dans les meilleures conditions possibles et avoir quelqu'un au bord de leur route, pas pour leur tenir la main, vous voyez, parce qu'un coach, c'est pas une nounou, mais Mmh. quelqu'un pour les accompagner avec un cadre, une méthodologie pour les aider à accoucher finalement du projet d'après et d'aller vers des cultures de boîte dans lesquelles ils se sentent euh, intégrés, compris, valorisés, vous voyez, dans lesquelles la performance et l'excellence sont considérées comme compatibles avec l'éthique, le respect des ressources rares que sont l'humain, la planète, l'environnement, etc. Non, mais c'est très intéressant. Puis comme tu dis, dans ces moments, enfin, d'ailleurs, je vous conseille d'écouter l'épisode d'Élise aussi, c'est super intéressant. Déjà, chacun sa spécialité, c'est-à-dire que pour négocier des conditions de départ, c'est pas le coach qui s'en occupe, c'est pas le mari ou Mmh. la femme. Et en plus, ouais, dans ces moments-là, il y a beaucoup de questionnements. On peut aussi passer énormément de temps avec ses proches, etc. Ça peut aussi parasiter la relation. Oui. Donc, le fait d'avoir quelqu'un d'externe, comme par exemple un coach, qui, tu vois, qui t'aide à vraiment agir et travailler, je trouve ça, enfin, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont évidemment coachés dans tout un tas de Mmh. situations, quand ça va bien ou quand ça va moins bien. Donc, je trouve ça Mmh. super sain. Hem,
toi, tu as vécu en plus personnellement cette transition et je pense que ça a dû être quand même assez vertigineux, passer de cadre dirigeante à indépendante. Je sais que c'est une question qui taraude beaucoup de nos auditeurs, auditrices. On parle pas mal d'indépendance, de freelancing, et cetera. Qu'est-ce qui t'a donné envie de franchir le pas? Alors, tu en as un peu parlé, c'était entre autres la maternité, mais il y a pas peut-être pas que ça. Et qu'est-ce que tu trouves de bien dans cette nouvelle vie d'indépendante? Ouais, Peut-être de bien et de moins bien. Est-ce que tu peux nous faire un petit comme ça, un un petit petit topo? topo. Alors, ce que ça m'apporte et ce que je visais en devenant indépendante, c'est vraiment de pouvoir ressentir la liberté chaque jour de travailler en respectant mon propre système de valeurs. Donc ça, c'était clé à mes yeux, probablement parce que j'arrivais aussi à un certain âge et que j'arrivais à une phase de ma vie où ça comptait pour moi, plus que le salaire, la voiture de fonction et les BSPCE. Ça m'apporte la satisfaction profonde de me respecter moi, m'incarner ce qui compte à mes Mmh. yeux, de transmettre mes convictions tous les jours, de montrer l'exemple, ce qui est important pour moi. En fait, Ouais. tu vois, j'ai fait le tour de mes drivers et mes drivers mis tous ensemble, réunis tous ensemble, ben, ça va très bien avec un métier comme le métier de coach. Ça me OK. donne donc une force euh, très importante qui peut effacer les effets de la fatigue, qui permet de relativiser les doutes, parce qu'il y en a Ouais. forcément. Mais cette force-là, elle me permet aussi de tenir un peu en respect la peur du lendemain, parce que en fait, ils sont là-dedans, Mmh. ils résident là-dedans les aspects négatifs de l'indépendance, surtout quand on Mmh. travaille sur ces sujets de sens, de coaching, de maternité, d'alignement, etc. C'est de quoi demain sera fait. Mmh. Moi, j'ai démarré mon année en février, j'avais de la visibilité sur mon chiffre d'affaires 2020. En mars, c'était terminé. Oh là là. En fait, Ouais, c'est tous sûr. les contrats que j'avais signés avec des entreprises ont été suspendus, reportés peut-être à l'année prochaine parce que tout à coup, c'était plus la priorité. Mmh. Donc en fait, si les entreprises ne se saisissent pas de ces questions fondamentales, alors mes seuls clients sont les particuliers, avec des budgets particuliers qui sont Mmh. souvent peu extensibles, malgré l'intuition qu'ils ont que c'est important pour eux Mmh. et que ce travail d'alignement, il est indispensable à leur équilibre de vie. Mais l'accompagnement de la maternité, la réflexion de fond sur la raison d'être et sur la mission de l'entreprise, l'injonction des dynamiques de sens, l'injection des dynamiques de sens dans le quotidien, dans les équipes, Mmh. dans le management, tout ça, ce sont des sujets passionnants, des vrais sujets d'envergure. Et moi, pour en vivre, j'ai besoin que les entreprises s'en saisissent. Voilà. Mais Donc bien c'est sûr. ça, en fait. Ouais, donc tu disais ce rapport, quelque part, ce rapport au risque aussi, même financier. Mm, Est-ce que tu as des conseils, toi? Parce que le coaching, c'est aussi un environnement très concurrentiel, en fait. Donc, ouais, ouais. comme tu dis, on comprend très bien que ton métier principal t'apporte énormément de sens, et cetera. Mais il y a tous les à côté à être indépendant, trouver ses clients, gérer son admin, et Mm. cetera. Et ça se passe bien? Raconte-nous un peu, ou je sais pas si tu as des tips ou Ben, des conseils à là-dessus, je donner suis là-dessus? contente de pouvoir m'appuyer sur l'expérience que j'ai acquise en étant directrice commerciale puis directrice générale. C'est que Mmh. c'est finalement des réflexes. Je sais ce que ça veut dire prospecter. Je sais ce que ça veut dire aller chez un client et parler de soi et se vendre sans trouver ça honteux ou gênant. Je me vends moi-même, je suis mon propre produit. Parfois, c'est difficile quand on a mal dormi, quand on est crevé, quand on est plein de doutes, parce que oui, ça arrive aussi au coach, Mmh. Flavie. C'est pas toujours évident. Je sais répondre à un appel d'offres. Je sais Ouais. structurer une équipe de coach pour répondre à une problématique de volume à l'intérieur d'une entreprise. Donc en fait, Mmh. j'ai des réflexes et c'est ça qui m'aide aussi. C'est pour ça que quand les gens se lancent dans l'indépendance, c'est important de bien baliser toutes les ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Et les ressources, c'est Mmh. soit son expérience, ses compétences, ses qualités, ses valeurs, son réseau. Et Mmh. tout ça mis bout à bout, ça commence à donner un set de forces, mais qui permet aussi de se confronter au principe de réalité. Voilà. C'est que Oui, et si puis on de manque de ressources, ouais. alors l'entrepreneuriat et l'indépendance seront plus difficiles. Sauf si on Mmh. répond à un vrai besoin de marché sur lequel il y a assez peu de concurrence. Dans ces Oui, ou cas-là, tu disais le principe de réalité, c'est aussi savoir, comment s'entourer et des bonnes personnes, exactement, hein, pour les ressources manquantes exactement, éventuellement. Donc ça, c'est vraiment exactement. génial. Alors bon, on a parlé beaucoup, beaucoup de choses, du coup reconversion, indépendance, parentalité. J'aimerais bien savoir, Émilie, toi qui as l'habitude d'actionner aussi tes clients comme ça vers le futur souhaitable,
qu'est-ce que tu aimerais leur donner comme défi à nos auditeurs et auditrices, comme challenge peut-être pour que eux aussi, ils puissent travailler à cette quête de sens, d'alignement? Ouais, alors on partagera avec vous ces données-là, mais moi, ce que j'aimerais bien vous donner comme défi, c'est de répondre à 2 tests de personnalité qui sont pas des tests à la noix, hein. Le premier, C'est c'est, pas le test voici glamour, ok. non, avec tout le respect qu'on doit à ces titres de Bien presse, sûr. mais non, ce sont des tests. En fait, le premier s'inspire du MBTI, c'est le test des 16 personnalités, qui est très bien fait. Mm. Et le deuxième, c'est le test des forces et des zones de sensibilité privilégiées. Donc moi, ce que je vous recommande, ce que je vous invite à relever comme challenge, c'est de répondre à ces 2 tests. Ça ne va pas vous prendre plus d'une demi-heure, rassurez-vous, et de comparer vos réponses avec le contenu de votre poste actuel. Et appelez-moi si l'écart est trop grand, parce qu'on pourra travailler ensemble sur la réduction de cet écart et sur comment, mais même dans votre poste actuel, vous pourriez plus utiliser vos forces, vos atouts et vos ressources pour avoir un alignement encore plus puissant de vous sur ce qu'on attend de vous au quotidien au sein de votre organisation. Et si tu me permets un petit mot, déjà, merci pour ces liens. Je vais les mettre. Je vais faire le test juste après parce que je ne les ai pas fait, ces tests. Donc, j'ai hâte de voir. Et si tu me permets un petit mot, parfois, les dirigeants peuvent le vivre un peu mal, de façon un peu antagoniste, le coaching, parce qu'ils ont peur. Alors, ils savent que ça va développer leur people, mais de temps en temps, ils se disent: Est-ce que ça va pas les développer? Genre, ils vont partir, ça va les pousser à s'en aller, etc. Et vraiment, j'aimerais laisser un petit message à tout le monde qui nous écoute parce que moi, j'ai fait coacher mon équipe aussi, j'ai été coachée moi-même et je trouve qu'au contraire, évidemment qu'il y en a qui vont partir ou qui vont voler de leurs propres ailes, etc. Mais il y en a aussi qui reconfigurent leur poste actuel en fonction de leurs forces et derrière, mais ça crée une puissance, une performance. Big up à mes équipes d'ailleurs parce qu'on a fait l'exercice ensemble et c'est juste trop bien. Et chaque année, on en profite pour se réaligner. Parce qu'un poste, il peut être fait quand même de beaucoup de manières, hein. Donc, des fois, une fiche de poste, elle peut être aussi interprétée pour s'adapter vraiment au mieux aux forces des uns et des autres, quoi. Bon, ben, Mimi, c'est top. Merci pour tout ça. Si on devait un petit peu aussi s'intéresser au métier de dirigeant en tant que tel, que tu as vécu de l'intérieur et t'en accompagnes beaucoup, qu'est-ce que tu conseillerais de privilégier comme activité? Les dirigeants, ils doivent se concentrer sur quoi, à ton avis? Les hommes en premier lieu, enfin les hommes et les femmes évidemment, hein. Quand je dis les hommes, c'est avec un H majuscule et j'englobe les femmes dedans bien sûr, mais Mmh. leur recrutement, le développement des talents, Mmh. leur compréhension de qui sont réellement les gens qui font partie de leurs équipes et leur alignement sur les enjeux de l'entreprise. Mmh. Si en se baladant dans les bureaux, si en posant une question dans un moment informel, on n'est pas capable de dire en tant que collaborateur quels sont les enjeux de demain pour l'entreprise, quelle est sa raison d'être et de voir ce qu'on a à y trouver, alors ça veut dire que la communication, elle est pas suffisamment présente et que le lien, il n'est pas assez fort entre l'entreprise et le collaborateur. Donc passer du temps là-dessus, ça Ah, c'est un vrai et point. attends, ça a l'air simple, mais déjà, il faut sortir de son bureau, aller dans l'open space, déjà. Oui, donc bah, alors premier conseil, marcher dans les bureaux, Voilà. passer des coups de fil. Là, on est en télétravail la Ah oui, plupart du c'est ça, temps, j'allais te mais dire comment on fait pour l'informel en télétravail. Je sais pas si tu as des pistes là-dessus. bah, moi je trouve qu'on peut continuer à entretenir le lien avec les gens par téléphone, sur des groupes WhatsApp, Mmh. sans tomber dans les gadgets, mais il peut y avoir des rendez-vous informels, le petit café du vendredi matin par exemple. Mmh. Faire le tour de ce qui s'est passé dans la semaine, les difficultés que les uns et les autres ont pu rencontrer, laisser les gens parler de leur vulnérabilité en fait. Mmh. Top. Voilà. Quand on Super est un intéressant. dirigeant, quand on se met à l'écoute des vulnérabilités des gens qui nous entourent, bah, tout à coup, on crée un climat de sécurité, un climat de confiance dans Mmh. lequel il est beaucoup plus aisé de communiquer. Génial. OK. Ah bah, écoute, je t'ai interrompu, mais donc voilà, descendre dans l'open space, voir un peu, tester la culture. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui te semblaient importantes pour le dirigeant? Ouais, la résolution des problèmes complexes, des problèmes qui sont réellement game changer parce que ils embarquent avec eux des principes d'innovation, une vraie remise en cause du statu quo. Et Mmh. souvent, quand on est dirigeant, on a tendance à être dans la répétition de la résolution de problèmes classiques qu'on connaît déjà, qui font appel à des connexions Mmh. neuronales qu'on a l'habitude d'utiliser. Un problème complexe, en général, il contient une opportunité. Et donc, prendre le temps d'aller en profondeur dans la résolution des problèmes complexes me semble être un vrai ressort possible pour faire son business un peu différemment. Voilà.
Waouh, attends, je laisse un petit temps de pause parce que non, mais c'est super intéressant, c'est super challenging, mais je pense que c'est pour ça aussi que les gens aspirent à de telles fonctions qui sont épuisantes, mais c'est aussi Mm. pour se retrouver face à ces situations-là et au contraire pas Exactement, répéter des trucs toute exactement. la journée. Bon, mais top. Et toi qui t'es fait coacher et qui surtout a bénéficié de plein de conseils dans ta vie pro, moi c'est une question tradie que j'aime bien poser. Mm. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné et peut-être aussi le pire? Alors, le meilleur, il y en a deux, et qui me sont venus de deux sources différentes. Mais le premier, je dirais, et c'est un coach qui me l'a donné, c'est connais-toi toi-même. Hmm. En fait, on n'est jamais aussi bon, jamais aussi performant que quand on se connaît de la cave au grenier. Et donc, l'exploration intérieure de qui l'on est nous amène à vraiment déployer notre potentiel. Le deuxième très bon conseil qu'on m'a donné, c'est quand tu m'amènes un problème, tu m'amènes aussi des hypothèses de solutions pour le résoudre. C'est une gymnastique intellectuelle. Il faut s'imposer parce qu'elle pousse à la créativité, elle pousse au dépassement de soi. Hmm. Et donc, quand il y a un contexte de tension, ça oblige à une prise de hauteur, à la consultation d'autrui, à la prise d'avis, à de la recherche. En tout cas, ça permet de ne pas se mettre tête baissée dans le problème et de chercher toujours à en extraire quelque chose. Et ça, je trouve que c'est une très bonne dynamique intellectuelle, une très Ouais, bonne dynamique de management. ouais. Voilà, c'est Cédric Siré, le cofondateur de Webedia, qui a été donc mon patron pendant 7 ans, qui m'avait donné ce conseil, que j'ai toujours trouvé très pertinent. Et le Génial. pire conseil, je ne citerai pas de nom, T'es mais pas un obligé de dire jour, qui, voilà, c'est ce que non, j'allais non, non, dire. je ne dirai pas, mais un Restons jour, amis. restons amis, restons liés sur LinkedIn, mon boss m'avait dit, non, mais je suis exposée à un problème avec des hypothèses de solution, parce que j'avais bien retenu la première leçon, et il me dit, non, mais attends 2 ou 3 ans, les choses vont se passer en interne, ils se lasseront, et tu finiras par obtenir ce que tu veux. Ben, c'est typiquement le conseil de quelqu'un qui avait choisi de privilégier la politique en interne au détriment de l'efficacité. Et ça, c'est quelque chose Hmm. que je refuse parce que, et je suis totalement intransigeante là-dessus, moi, j'ai pas 2 ou 3 ans de vie à perdre à faire de la politique en interne. Moi, j'ai été nourrie et biberonnée à la culture de l'intérêt général, de l'intelligence collective, du fait de trouver des solutions, d'être efficace, d'être courageux. Et ce sont des principes que je m'applique chaque jour. Donc finalement, ce pire conseil m'a aussi aidé à me dire comment je prends le contre-pied et comment j'applique mes propres principes et mes propres valeurs à ma propre conduite du changement au quotidien, ma propre résolution de problèmes et de difficultés, etc. Mais écoute, c'est génial. Ça me fait penser à un autre épisode. Je discutais avec Cyril Garnier et dans un épisode du board, on parle de comment on peut passer d'un grand groupe à une start-up. Et on parle aussi de tout ce jeu politique dans les grands groupes et finalement à quoi ça sert quand on en sort, quand on devient indépendant, quand on est en start-up, etc. Donc je vous conseille d'aller écouter, c'est assez croustillant. Merci Émilie, c'est super motivant. Je vais finir par une dernière question peut-être pour toi puisque tu es aussi dans cette envie d'apprendre en permanence et de te renforcer tes forces, ton set de valeurs, etc. Quelles sont tes sources d'inspiration que tu auras envie de nous recommander si on a envie voilà, de travailler notre matière aussi comme toi? Ouais, alors, moi, j'essaie de me documenter beaucoup et les exemples de leaders inspirants ou d'histoires inspirantes ne manquent pas. Donc, je Mm, puise mon inspiration dans des podcasts. mm, Par exemple, il y a Vlan, le podcast de Grégory Pouy, qui est chercheur et anthropologue et qui cherche à mieux comprendre notre société à travers la question du lien. Il y a génial. L'Étincelle, qui est aussi un podcast super parce qu'il invite des personnes de tous les horizons à expliquer en fait le sens qu'elles donnent à leur parcours, à leurs projets, à leurs engagements. Il y a également Ma Juste Valeur d'Insa Felassini, qui aide les femmes avec des boîtes à outils extrêmement factuelles et vraiment positives et constructives pour mieux valoriser la création de valeur et Super. leur contribution au quotidien. Il y a la Harvard Business Review également qui propose des articles super poussés qui sont souvent le fruit de recherches et d'études qui sont pertinentes, qui sont Mm, toujours dans l'air du temps. Il y a des livres également. Là, je suis en train de lire le livre Healthy Business du cofondateur de Alan,
qui est bourré de bonnes idées, de bons conseils, pas tous adaptables à toutes les cultures d'entreprise, mais n'empêche, il y a un rappel des principes d'une startup qui sont fondamentalement intéressants. Il y a un autre livre qui est super, qui s'appelle Flow, d'un auteur hongrois qui est imprononçable, donc on vous mettra le lien. Mais en gros, le Ah oui, je l'ai flow, sous les yeux là. c'est Non, je vais pas te faire cet affront de te demander de le imprononçable. prononcer. Merci beaucoup, Flavie. C'est l'état de conscience optimal qui permet de trouver en soi des sources de motivation et qui permet d'être au mieux de soi-même en fait dans ce qu'on fait. Donc ça, c'est un livre qui est passionnant aussi. Voilà, c'est à peu près ça en fait mes sources Ouais, bah d'inspiration. attends, mais c'est top. De toute façon, Émilie, on te suit aussi sur LinkedIn. Je crois que tu partages avec nous Mm, certains de tes centres d'intérêt, donc on ira voir ça avec plaisir. Moi, je trouve que c'est bien aussi des curateurs comme toi mm, qui nous donneront des inspirations. Je suis sûre que tu partageras avec nous ce que tes lectures et tes avec plaisir. apprentissages. Bon, mais c'est top. Il y a autre chose que tu fais dans la vie à part, voilà, à part lire des livres sur le business, coacher des gens, t'intéresser au business model? Est-ce que tu as des activités complètement périphériques au boulot qui t'aident à être plus dans le flow, justement? Ouais, le yoga, sans tomber dans les clichés, mais en fait, le yoga, c'est l'alignement du corps, de l'esprit et du souffle. Donc, en fait, Ouais. quand on prône l'alignement, bah, finalement, c'est quand même une pratique qui est assez intuitive. Le sport, et puis ma famille, le temps passé en famille, la simplicité et l'authenticité me permettent d'être toujours raccord finalement avec ce que je prône au quotidien. Bon, mais top. Et alors, si quand ils parlent de toi, ta famille ou peut-être, je sais pas, tes clients et tout, qu'est-ce qu'ils disent de toi? C'est quoi ton mantra pro? Alors, en fait, mon mantra pro, il dépasse ma vie professionnelle parce que c'est Ton un mantra mantra tout court, ouais, ouais. personnel. C'est donne à tous ceux que tu rencontres ce que tu voudrais recevoir. Et c'est ça que je m'efforce de faire chaque jour. Ouais, j'adore, je suis trop fan. Merci Émilie de me donner tout ça. Non, mais j'étais sûre que cet épisode, il allait être génial, avoir à la fois plein de bons conseils et aussi vraiment un mot galvaudé, mais qui pourtant est très vrai, d'inspiration et peut-être aussi voilà, d'envie d'avancer. Donc, c'est trop cool. Est-ce que tu voudrais te passer un dernier message à ceux qui nous écoutent avant qu'on se quitte? Oui, je veux bien. Si j'avais un dernier mot à vous dire, c'est prenez bien conscience de votre impact sur tous ceux qui travaillent à vos côtés. Parce que en tant que leader, vous avez un pouvoir phénoménal, celui de propulser les gens ou de les inhiber. Et je crois vraiment que chercher à faire grandir ceux qui nous entourent, c'est non seulement très satisfaisant et gratifiant, mais en plus, ça crée un cercle vertueux d'engagement et de performance. Et moi, j'ai plutôt envie de me concentrer sur ce type de virus positif, de contamination positive au sein des organisations, au sein des équipes, au sein des familles, au sein des écoles, que de nous concentrer sur tout ce qui va mal et tout ce qu'on entend comme mauvaise nouvelle au quotidien. Donc, soyons les artisans du changement qu'on a envie de voir autour de nous, soyons bons, gentils, proches les uns des autres, soyons à l'écoute les uns des autres, créons des climats de sécurité et de confiance, et c'est là-dedans que les gens vont puiser la force, l'énergie et le courage de se déployer vraiment et de révéler qui ils sont et de mettre leur potentiel au service des organisations auxquelles ils appartiennent. Bah écoute, c'est super pertinent. Bah écoute, à mon petit niveau, moi, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de créer le board, c'est de partager tous ensemble ces enseignements géniaux, ces apprentissages qu'on peut avoir en parlant à des gens comme toi, Émilie, des experts, des dirigeants, des gens qui sont passés par là. Donc vraiment, j'espère que ça vous a plu cet épisode. Émilie, un grand merci. Et puis, on continue à grandir tous ensemble bah, dans les prochains épisodes du board ou en discutant avec la business communauté sur les réseaux sociaux. Émilie, un grand merci et à la Merci prochaine. à toi, Flavie. À bientôt. Au revoir. Bye.